Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler d'Europe et des perspectives économiques qu'offre cette région du monde sur le long terme, on va dire pour les 5, 10, voire 15 ans à venir. Lorsqu'on parle d'Europe en ce moment, le problème c'est que beaucoup d'investisseurs ont tendance à mettre tous les pays d'Europe dans le même sac. Et lorsqu'il s'agit de prévoir les crises, on se dit l'Europe c'est le surendettement, ce sont les déficits publics non maîtrisés, c'est le déclin d'une civilisation. Et donc on a tendance à rejeter en bloc l'ensemble des pays d'Europe en les mettant tous dans le même sac. Alors vous allez voir dans cette vidéo que la réalité est complètement différente en fait, et que ça serait une énorme erreur de rejeter les investissements en Europe et de rejeter même l'hypothèse de vivre dans un pays européen en mettant tous les pays dans le même sac de cette façon. Alors, il y a des gros problèmes en France, ça c'est évident, hein, vous êtes tous au courant. La dette publique française est complètement non maîtrisée, on est à plus de 100% d'endettement par rapport au PIB. On était même aux alentours de 115 en 2020, on va sans doute être à 130 en 2021. Ce sont des tendances qui sont comparables à celles des États-Unis, hein, même niveau d'endettement. Au niveau de la balance des paiements courants, la situation de la France se dégrade aussi. Donc vous voyez qu'on était excédentaire sur la balance des paiements courants jusqu'au début des années 2000 et que depuis elle devient déficitaire. Alors c'est quand même moins marqué qu'aux États-Unis, hein, le déficit, on est pour l'instant aux alentours de moins 0,5, moins 1% du PIB. Bon, vous allez voir qu'aux États-Unis, la situation est bien plus grave encore. On va regarder tout de suite ce qu'il en est pour le graphique des États-Unis. Donc vous voyez que là, la dégradation remonte à bien plus longtemps, avec un déficit des paiements courants plus important, mais la situation de la France pose problème quand même. Maintenant, quand on regarde l'endettement moyen des pays européens, vous voyez qu'on est à un niveau, on était en tout cas en 2019, ça va être aux alentours de 85-87% en 2020, mais on était à un niveau bien en dessous de celui de la France. Et si on regarde maintenant tous les pays, on va dire, d'Europe de l'Est, d'Europe du Nord, vous allez voir que la plupart d'entre eux sont dans une situation qui est tout à fait rassurante. Alors là, je vous montre par exemple la Hongrie. Vous voyez que l'endettement public, la dette publique hongroise décroît depuis le début des années 2010 de façon sensible. Alors là aussi, on va avoir un petit rebond avec le Covid. Mais on peut pas dire que ce soit un pays qui ait perdu le contrôle. La Pologne, c'est exactement la même chose. On est à un niveau d'endettement de 46% du PIB seulement, c'est-à-dire presque 3 fois moins que la France actuellement. Les pays baltes aussi. Donc là, je vous donne l'exemple de l'Estonie, 18,2% de dette publique par rapport au PIB. C'est 6 fois moins que la France et c'est un des meilleurs niveaux du monde. La République tchèque, vous voyez où on en est, 30% de dette publique par rapport au PIB. Donc tout ça, c'est des pays qui tiennent vraiment parfaitement la route, qui ont un budget maîtrisé, qui ont des échanges commerciaux qui sont excédentaires. Donc au niveau de la Norvège, c'est la même situation, dette publique un petit peu au-dessus de 40% du PIB. Eux, ils ont une rente pétrolière, donc ils n'ont pas de souci de déficit public. Et plus surprenant, la Suède. Alors la Suède, jusqu'à avant la crise du Covid, je voyais un petit peu ça comme un pays de bobos socialistes, à la limite presque pire que la France encore. Et puis pour ce qui s'est passé avec le Covid a quand même attiré mon attention quand j'ai vu que finalement ils ne confinaient pas, qu'ils respectaient un minimum les libertés essentielles, qu'ils ne mettaient pas leur population en prison comme l'a fait le gouvernement français totalement sans justification, hein, on a enfermé les gens dans des périmètres de 1 km ou de 10 km pour une maladie qui a tué une personne sur 30 000 pour les moins de 65 ans sans comorbidité. C'est une folie pure. Donc la Suède a été raisonnable de ce point de vue-là. Et si vous regardez la situation de la dette publique suédoise, vous voyez où on en était au milieu des années 90, 72% du PIB, donc c'était un pays qui était beaucoup plus endetté que la France à l'époque, et maintenant on est arrivé à 35%, c'est-à-dire un des meilleurs niveaux du monde.
Donc il y a quand même pas mal de pays qui tiennent la route en Europe, aussi bien chez les pays émergents d'Europe de l'Est ou les pays baltes que chez des pays complètement développés comme la Suède, toute l'Europe du Nord. Je vais vous montrer le Danemark maintenant. Vous voyez la dette publique danoise, 33% de dette publique par rapport au PIB. Là aussi, aucun souci particulier sur ce pays qui est tout à fait bien géré. Et si on passe maintenant aux balances des paiements courants, bah, c'est à peu près la même chose. Vous voyez que la Suède est un pays qui accumule des excédents depuis longtemps. Donc il y a une bonne balance commerciale, une bonne balance des paiements courants. Le Danemark a un excédent des paiements courants considérable, 8% du PIB en excédent. Et du côté des pays de l'Est, alors eux, ils ont une trajectoire type pays émergent. Donc quand on est un pays émergent, au début, on fait de gros investissements pour construire son économie après la chute du mur de Berlin. Donc c'est ce qui s'est passé dans les pays de l'Est fin des années 90, début des années 2000. Ils avaient à l'époque de gros déficits commerciaux, des déficits des paiements courants importants parce qu'ils réalisaient des investissements productifs. C'était pas de la fuite en avant dans la dette, c'était de l'investissement sain. Et maintenant, progressivement, ils commencent à récolter de plus en plus les fruits de leurs investissements. Vous voyez ici la situation de la Pologne, donc c'est un pays émergent avec de gros déficits courants on va dire jusqu'en 2015, et là ça s'améliore de plus en plus. Et au niveau de la balance commerciale ici, donc vous voyez que la situation de la Pologne progresse de plus en plus. On est passé d'un stade de déficit commercial à maintenant un moment depuis un an ou deux où la Pologne commence à devenir un pays qui accumule des excédents commerciaux. Au niveau maintenant de la croissance du revenu par habitant, là je vais vous montrer un graphique. Donc c'est le revenu par habitant en Pologne libellé en dollars. On est passé de 6 930 dollars en 1996 à presque 18 000, 17 000 quelque chose, donc 17 386 en 2019. Donc on a multiplié le revenu par habitant par 2,5. Et dans le même temps, la France est passée de 34 000 à 44 000, c'est-à-dire qu'on a gagné seulement 30%. Donc vous voyez la différence de progression considérable entre la Pologne et la France, et surtout le rattrapage potentiel qui reste à faire en Pologne. 16 000 en Pologne contre 44 000 en France, alors que c'est un pays qui est mieux géré que la France. Il n'y a pas de dette publique, on a des excédents commerciaux qui se construisent de plus en plus. Et vous allez le voir en termes de performance du système scolaire. Moi j'étais enseignant, donc j'attache vraiment une importance particulière à ce critère. On voit que la Pologne et tous les pays dont je vous parlais précédemment, le pays de l'Est, Europe du Nord, Russie, etc., ils ont des performances scolaires qui sont nettement supérieures à celles de la France. On va regarder ça tout de suite. Alors vous voyez dans ce tableau qui est l'enquête Pearls en sortie d'école primaire, donc c'est une enquête de référence internationale. Vous voyez les résultats de différents pays, donc la Russie, donc là ce sont les performances en lecture. La Russie est numéro 1 mondial, mais pas très loin. Vous trouvez des pays comme la Finlande, comme la Pologne, la Norvège, donc la Suède dont je vous parlais, qui avait eu des problèmes, qui avaient décliné au niveau des performances scolaires avant, et qui sont maintenant tout à fait bien placés. Là, il y a les pays baltes, Lituanie par exemple, on a le Danemark, la République tchèque, autres pays de l'Est intéressants. Et si on cherche la France, il faut aller nettement plus bas dans le tableau, on la trouve à ce niveau-là. Donc vous voyez que ces pays dont je vous parle en Europe, ils sont tout à fait bien positionnés dans la course. Le fait d'avoir des bonnes performances scolaires, à la fois ça témoigne de bonnes perspectives d'avenir de très long terme, parce que c'est la base de ce qui fera la force productive des décennies qui viennent, mais aussi ça témoigne d'un état d'esprit de la société qui est favorable. En France, le système scolaire, faut savoir qu'il est plus ou moins détruit depuis quelques décennies par des lubies de bobos socialistes. On a du pédagogisme, du socio-constructivisme, tout doit venir de l'enfant, etc. Des méthodes de lecture semi-globales où l'enfant doit découvrir, est supposé découvrir par lui-même toutes sortes de choses.
Euh, en fait, en France, on a un petit peu renoncé à la mission de base de l'école qui est de transmettre des savoirs. Donc ça, c'est la mission traditionnelle, c'est ce que l'école devrait faire. Et c'est ce que des pays comme la Russie ou d'autres, ou la Pologne ou d'autres font de façon efficace aujourd'hui. Et ça va se traduire, peut-être dans 10, 15 ans par donc une classe bien éduquée, par une élite qui sera capable de faire avancer le pays. Et du coup, ce sont des pays qui ont vraiment, pour moi, des perspectives intéressantes à long terme. Alors si on regarde au niveau des maths, bon, vous voyez que là aussi, on a des pays que je vous citais d'Europe du Nord, d'Europe de l'Est qui tiennent tout à fait la route. Hein. Là, on a des pays baltes, Lituanie, Norvège, Lettonie, la Russie bien sûr, la République tchèque par exemple, Pays-Bas. Donc il y a quand même des pays qui tiennent la route. La Pologne n'est pas si mal placée dans le tableau. On la trouve ici au même niveau que l'Allemagne ou la Suède. Et par contre, vous voyez que la France ici est vraiment assez loin du classement. Hein. On est à ce niveau-là, donc on est quand même bien en retard aujourd'hui par rapport aux pays que je vous citais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des marchés boursiers, les ratios de valorisation de certains pays, à mon avis, qui ont un bon potentiel en Europe. Donc ici vous avez par exemple la Roumanie, vous avez la Pologne, donc là on est à des ratios price to book, donc capitalisation sur capitaux propres à 0,8 en Pologne, 0,9 en Roumanie, on est autour de 0,8 à 1 dans la majorité des pays de l'Est, contre des niveaux de 3,8 aux États-Unis. Maintenant, à votre avis, quel pays a plus de perspectives de croissance compte tenu de ce que je vous ai dit dans les 10 ans qui viennent entre la Pologne et les États-Unis? Pour moi, c'est très clairement la Pologne, et pourtant, sur ce critère, les États-Unis sont 4 fois, pratiquement 5 fois plus chers que la Pologne. Donc il y a quand même un gros problème, une grosse erreur du marché à ce niveau-là. Sur le ratio price to sales, donc capitalisation sur chiffre d'affaires, vous voyez les pays de l'Est où ils sont à un ratio de 0,5 seulement. On est à des ratios encore plus bas dans d'autres pays de l'Est ici. Et aux États-Unis, on est à 2,4. Donc là aussi, il y a un écart énorme qui n'est absolument pas justifié de façon fondamentale. Donc voilà pour ce topo que je voulais vous faire sur les pays européens. Ne les rejetez surtout pas tous en bloc sous prétexte que il y a certains pays, donc la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique principalement, donc ce groupe de pays qui pose de sérieux problèmes. C'est vrai, mais vous avez un grand nombre de pays en ce moment en Europe qui sont dans une situation et avec des perspectives bien meilleures que celles offertes par une partie de l'Europe de l'Ouest ou les États-Unis aujourd'hui. Donc ça, c'est valable aussi bien dans vos choix d'investissement en bourse notamment, que éventuellement dans vos choix de vie si vous envisagez de vous expatrier un jour. Il faut pas forcément penser uniquement à aller très loin, à fuir l'ensemble des pays d'Europe. Il y a des solutions tout à fait pérennes aujourd'hui en Europe. C'est pas parce que l'euro s'effondrerait éventuellement ou que la zone euro imploserait que les pays qui tiennent la route comme la Pologne ou d'autres pays d'Europe de l'Est seraient affectés. Quand on a eu le déclin ou l'effondrement de l'Empire romain, n'oubliez pas que ça concernait la partie occidentale de l'Empire, mais que la partie orientale a survécu très longtemps à ce problème. Et là, ça peut aussi arriver d'une autre façon, évidemment, en ce qui concerne aujourd'hui le continent européen. En tout cas, au niveau des sélections que j'ai proposées, dans la mise à jour des formations analyse financière, dans les portefeuilles PEA, notamment le portefeuille PEA offensif, et la lettre anti-effondrement du socialisme, j'ai sélectionné un certain nombre de valeurs européennes sur ces critères, en faisant du stock picking sur des pays intéressants. Et il y a toute une série de titres qui gagnent aujourd'hui 50%, parfois plus de 100% en l'espace de quelques mois, avec une bonne sélection aussi bien sur les pays puis sur les titres que je vais proposer à travers des outils de screening et une étude personnelle à l'intérieur des actions qui existent dans ces pays.